Voilà votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama. C'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne qu'on est en train de joindre en direct sur Boursorama par téléphone. Bonjour Jean-Claude Trichet. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Merci d'être là avec nous. Vous deviez être présent en plateau, mais on le sait pourquoi. Vous êtes avec nous par téléphone, on est très heureux de vous avoir. Ancien président de la Banque Centrale Européenne. Bon, plein de sujets à voir évidemment avec vous, notamment un mot sur la Fed. On a vu l'activisme monétaire absolument incroyable, une baisse de 1,5%, encore une fois 150 points de base de ces taux en l'espace d'une semaine, 700 milliards de QE annoncés, des injections massives de liquidités encore une fois sur les marchés monétaires. Depuis hier, elle affirme même qu'elle va aider les entreprises et les ménages en soutenant ce qu'on appelle les prêts auto, les commercial papers, les prêts auto ou les prêts immobiliers. Et malgré ces annonces, Jean-Claude Trichet, qui sont spectaculaires, les indices boursiers repartent à la baisse ce matin. Est-ce que là, il faut commencer à s'inquiéter selon vous? Écoutez, on est dans un phénomène de crise multidimensionnelle, parce qu'on a à la fois une crise sanitaire, une crise économique réelle à cause de la crise sanitaire et évidemment une crise financière qui se développe sous nos yeux. Il est tout à fait approprié, évidemment, pour les banques centrales de prendre le plus de décisions pertinentes possibles. Décisions pertinentes, ça veut dire faire en sorte que la liquidité soit présente absolument partout et faire en sorte aussi, bien sûr, que le crédit soit disponible partout. C'est ce que fait la Banque centrale américaine qui multiplie les opérations parce qu'elle a traité différents problèmes que la Banque centrale européenne traite en un seul coup, si je puis dire, en étant beaucoup plus ouverte sur le plan du collatéral. Donc la Banque centrale européenne n'a pas besoin de multiplier les programmes nouveaux. On a connu ça dans le passé, il est normal que l'on connaisse ça maintenant. Mais je crois qu'on peut dire que les banques centrales ont tout à fait raison de se concentrer avec une activité forcenée, si je puis dire, sur les questions de liquidité. Et la Banque centrale européenne, comme vous le savez, donne des liquidités sans aucune limite à tous ceux qui sont capables de présenter un collatéral qui lui-même est un collatéral plus ouvert, si vous voulez, que le collatéral américain. Mais ceux qui disent, Jean-Claude Trichet, que la Fed en fait beaucoup, que la BCE en fait moins, c'est pas la réalité pour vous? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. La Fed fait ce qu'il faut faire dans son contexte à elle, qui n'est pas le même sur le plan juridique, sur le plan de ses propres capacités. Et la Banque centrale européenne, elle fait, à mon avis, ce qui est optimal de son point de vue à elle. Alors, ceci dit, il faut s'adapter en permanence. La Banque centrale européenne donne des liquidités sans aucune limite, des liquidités à terme sans aucune limite. Elle a multiplié les baisses de taux sur les fameux Targeted Long-Term Refinancing Operations qui sont là pour permettre en effet d'avoir du crédit partout, y compris dans des endroits où il a des difficultés à parvenir. Elle a aussi mis de côté 120 milliards d'euros, si je ne m'abuse, qui doivent être utilisés de manière ultra flexible en sus de son QE qui continue. Oui, mais 120 milliards côté BCE, 700 milliards côté Fed en termes de QE. On est encore une fois dans deux univers différents. Je ne crois pas qu'il faille juger les choses en fonction du montant immédiat. De toute manière, à mon avis, la Banque centrale européenne fera ce qu'il est nécessaire, en sus, disons, de ce qu'elle a déjà décidé, à mon avis. Encore une fois, je crois que tout cela aussi doit être accompagné par la remarque que les taux d'intérêt en Europe sont beaucoup plus bas encore aujourd'hui qu'aux États-Unis, puisqu'on est à 50 points de base en dessous, si je puis dire. Ils sont à zéro et en Europe, avec le taux des déposits, on est à moins 0,50. Donc je crois que tout ça fait un tout. Il ne faut pas faire de différence, à mon avis, entre l'activisme des uns et l'activisme des autres. En revanche, on a un problème absolument majeur qui est cette combinaison, à cause du coronavirus, d'une crise économique de l'économie réelle et d'une crise financière indéniable que nous voyons se dérouler sous nos yeux. Et là, alors, on a besoin non seulement des banques centrales, qui ne sont pas les seules à pouvoir supporter le choc de ce drame, mais bien entendu l'ensemble, disons, des autres partenaires, gouvernements et parlements. Mais il y a des réponses.
Jean-Claude Trichet, il y a des réponses. On a vu l'administration Trump qui est en train de finaliser un plan, nous dit-on, entre, selon la presse américaine, 850 milliards de dollars à 1000 milliards de dollars pour soutenir encore une fois l'activité et réduire l'impact économique du coronavirus, notamment peut-être des envois de chèques aux Américains. On parle de 1000 dollars envoyés. Il y a des plans de soutien, des plans d'urgence, pas seulement on envoie en France, on envoie au Royaume-Uni, on envoie en Espagne, en Italie. Tout ça, c'est lancé à la hâte, mais c'est normal. Ça devrait rassurer aussi les marchés. On a une réponse monétaire qui semble appropriée, nous dites-vous, des réponses aussi budgétaires, des réponses sanitaires, et les marchés, ça repart encore à la baisse aujourd'hui. Alors, si vous voulez, si on prend maintenant du recul, d'abord je note au passage que quand vous additionnez tout ce que envisagent les pays d'Europe, vous arrivez évidemment aux ordres de grandeur américains, même peut-être plus. Donc je crois que là aussi, il ne faut pas se laisser, comment dirais-je, tromper simplement par le fait que l'Europe n'est pas une fédération politique et que les États-Unis sont une fédération politique. Mais clairement, l'ensemble, disons, des partenaires gouvernementaux, me semble-t-il, s'engagent dans la bonne direction. On va voir ce que feront les Américains au total, hein, puisque il faut l'accord des républicains et des démocrates pour faire passer tous ces programmes, et à ma connaissance, rien n'est encore voté. Oui. Mais encore une fois, nous avons à faire face à un problème qui est triple d'un certain point de vue. Je me souviens que, interrogé par vous, dans le passé, il y a 1 an, il y a 6 mois, j'avais dit, la situation du point de vue de l'endettement mondial est aussi grave que celle que j'ai eu à comment dirais-je, à affronter en 2008. Le titre que vous aviez donné sur YouTube, c'était « La situation est plus grave aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2008 ». Donc ça c'est un fait, si vous voulez. C'est un fait qui était observable et que j'avais observé. Même chose d'ailleurs pour le montant des valeurs d'actifs et des actions en particulier. J'avais dit une correction du marché devra être réalisée à un moment ou à un autre. Là aussi, c'était chez vous et c'était dans le titre de YouTube en question. Donc, si vous voulez, ce coronavirus est un détonateur qui intervient dans un monde, parce que c'est vraiment les remarques que je faisais étaient planétaires, si je puis dire, dans un monde qui était lui-même en position anormale, aussi bien sur le plan sur le plan financier, comme je viens de le dire à l'instant, aussi, me semble-t-il, sur le plan de l'économie réelle, parce que les Américains, au moment où nous parlons, sont au bout de plus de 11 ans de croissance ininterrompue. Or, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, à un moment ou à un autre, il y aurait eu une correction avec une phase dépressive dans le cycle économique. Donc, tout ça, si vous voulez, se combine. Le coronavirus intervient à un moment où une récession américaine était relativement proche et à un moment où nous savions que l'endettement mondial était très, très élevé. Et mais donc, pardon, je vous coupe, Jean-Claude Trichet, mais au final, une fois qu'on aura guéri, on sera passé au-delà de cette crise, il y aura encore plus d'endettement, vu tous les plans de relance, vu... et précisément, c'est exactement ce qui s'est passé lors de la crise précédente. Hein. Bien entendu, on a eu un coût de la crise en termes d'endettement supplémentaire. Le problème, c'est que lorsqu'on est sorti de la crise, et les Américains, comme vous vous en souvenez, sont sortis plus vite de la crise que nous parce qu'ils n'ont pas eu la crise des risques souverains, alors que nous avons eu 2 crises successives, nous Européens. Mais au total, si vous voulez, ensuite, pendant ces 11 années de croissance ininterrompue que j'ai évoquées, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'aux États-Unis, il y ait eu conscience du fait qu'il ne fallait pas continuer de se surendetter. Au contraire, ce que nous observons aujourd'hui, c'est que la situation est plus vulnérable aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Et même chose, évidemment, non pas pour tous les pays du monde, mais pour un très grand nombre de pays dans le monde. Donc la première leçon à tirer, c'est qu'il ne faudra pas refaire l'erreur qui a été faite après 2008-2009, et pour nous, comme vous vous en souvenez, 2010-2011. Mais on en prend le chemin, pardon, Jean-Claude Trichet, on prend le chemin aujourd'hui, des plans de relance gigantesques, ça veut dire plus de dettes demain après-demain. Quand on est dans la crise, c'est pas anormal. Il y a un pays en Europe qui a la réputation d'être l'un des plus sages, sinon le plus sage. Lorsque vous regardez ce qu'il a fait dans la crise en 2008, 2009, 2010, il s'est énormément endetté. Il avait, si vous voulez, ce fameux programme qui est maintenant imité, et à juste titre, à mon avis, par la France et par d'autres pays, de travail partiel. Hein. Eux, ils disent Kurzarbeit, travail partiel. Nous, on dit chômage partiel, ce qui montre aussi une différence de présentation. Mais les Allemands ont eu un coût
du Kurzarbeit absolument considérable. Il fallait le faire, ils l'ont fait. Ensuite, ils ont eu une attitude qui a été, il faut bien le dire, plus sage que celle de beaucoup d'autres. Donc, il faut faire ce qu'il faut quand on est en période de crise. On ne peut pas accepter de gaieté de cœur, si vous voulez, d'aller au fond d'une crise abominable. Nous-mêmes, moi-même, quand j'étais président de la Banque Centrale Européenne, vous vous souvenez peut-être que nous avons donné de la liquidité pour la première fois en 2007, le 9 août 2007, liquidité sans aucune limite. On nous a demandé 95 milliards d'euros. On a donné en une journée 95 milliards d'euros. Et ça a été considéré comme la première grande intervention des banques centrales. Hein. C'était la crise des subprimes, c'était pas encore Lehman Brothers. Et puis quand on a eu le drame de Lehman Brothers, puis les problèmes grecs et les problèmes italiens et espagnols, la Banque Centrale Européenne est intervenue avec le programme dit SMP absolument massivement sur les marchés secondaires de dette. Il faut absolument faire ce qu'il faut quand on est dans une telle période. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est la réaction, encore une fois, des marchés. Il y a une réponse, il y a un bazooka monétaire qui est activé plus ou moins, mais en tout cas, il y a une réponse monétaire qui est forte, qui est vigoureuse. Il y a aussi un activisme, encore une fois, des réactions, des plans de soutien partout dans le monde. Et les marchés qui repiquent du nez, ça vous surprend pas? Écoutez, encore une fois, les marchés ont de toute manière une correction dont on pouvait penser, alors même qu'il n'y avait aucun coronavirus et rien du tout, qu'un jour ou l'autre elle interviendrait, ça c'est un premier point. Et maintenant, nous avons en sus de cette correction qui était probablement nécessaire. Je parle des États-Unis essentiellement, parce que comme vous le voyez, la corrélation entre les États-Unis et l'Europe est extraordinairement élevée en fait. Il y a clairement un marché mondial là qui fonctionne et dont l'élément directeur est à New York. Mais au total, maintenant, ce qui est anticipé en effet par les marchés, c'est l'incertitude sur ce que l'économie réelle va donner. Étant entendu qu'on a là, si vous voulez, un détonateur qui est le coronavirus, qui en soi a un coût déjà élevé pour l'économie réelle à cause de l'arrêt d'une large partie de l'économie, mais en plus, je raisonne encore une fois sur les États-Unis, et malheureusement nous sommes très corrélés aux États-Unis, vous avez aussi le problème de la récession qui allait venir de toute manière. Et donc les marchés me semblent être en train d'anticiper effectivement le début d'une récession cyclique qui pourrait être nettement plus longue que le simple passage du coronavirus, qui devrait être quelque chose dont l'ordre de grandeur devrait être de 3 mois, quelque chose comme ça. Donc je ne suis pas, si vous voulez, il faut raison garder, il faut conserver son sang-froid dans des circonstances très difficiles. On en a connu d'autres quand même, et puis on les a surmontés. Enfin, on a surmonté la dernière crise. La récession est quasiment assurée à l'échelle mondiale, nous dit Standard & Poor's, elle est inévitable. On va voir. L'échelle mondiale, là, moi, je ne me prononce pas. Qu'il y ait une récession technique aux États-Unis et probablement dans un certain nombre de pays européens ou en Europe dans son ensemble, ça me paraît probable, en effet. Mais bon, il ne faut pas pour autant dramatiser, parce qu'on a effectivement, de toute manière, avec le coronavirus, un effet très puissant pour cette fameuse récession technique qui veut dire 2 trimestres successifs négatifs. En revanche, si vous voulez, ce qui est, me semble-t-il, beaucoup plus important à scruter, c'est le point de savoir si effectivement la récession cyclique qui était de toute manière attendue aux États-Unis, mais elle était attendue pour l'année prochaine, pas pour cette année, si elle va être anticipée, si vous voulez, précipitée par ces événements. C'est assez probable. Ceci dit, bien malin qui peut prévoir l'avenir. La marque du temps présent, c'est très grande incertitude à la fois de l'économie réelle, l'économie financière, et paradoxalement peut-être dans une moindre mesure sur le coronavirus, moindre mesure parce qu'on voit bien que quand on prend les mesures nécessaires, on arrive à un pic et ensuite l'épidémie semble revenir. Est-ce que ces passages, Jean-Claude Trichet, que les marchés attendent des mesures, encore une fois, sanitaires plus fortes, et notamment des confinements aux États-Unis, au Royaume-Uni, même si pour contrôler l'économie, l'épidémie, il faut transitoirement tuer l'économie, c'est une des leçons de cette crise sanitaire, mais il faut en passer par là finalement. C'est ça qu'attendent les marchés, des mesures sanitaires plus drastiques dans certains pays? Je ne sais pas, très franchement. En tout cas, ce que les marchés probablement attendaient depuis le début et qu'on n'a pas du tout observé,
c'est que comme c'est une crise mondiale, par définition cette épidémie, cette pandémie est mondiale, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une réponse mondiale. Or, il n'y a eu aucune réponse mondiale. Le G20 a été, sauf erreur de ma part, totalement absent. On a eu une petite réponse G7, mais une réponse G7 qui a été un petit peu ruinée, me semble-t-il, quand les Américains ont pris des décisions unilatérale de fermeture de frontières sans aucune concertation avec les Européens. J'espère qu'on en est parti, qu'on en est sorti maintenant, mais je dois dire, alors là, la différence par rapport à la crise que j'ai connue est absolument gigantesque. Et il me semble, si on veut résumer les choses, que nous sommes en présence, là, au niveau mondial, d'une situation dans laquelle nous avons America first, China first, India first, Brazil first, ouais. Et je dirais en Europe aussi, par exemple, Royaume-Uni first, ouais. Pour ne pas parler des autres pays européens. Bon, ça ne va pas du tout. On a un problème mondial qui est triple, encore une fois, santé, finance et économie réelle. Et il faut, comment dirais-je, contribuer à calmer l'ensemble des opérateurs, des épargnants, des investisseurs, pour leur donner le sentiment qu'il y a vraiment des pilotes dans le cockpit, il faut évidemment qu'on ait l'impression qu'il y a effectivement une concertation mondiale, une concertation multilatérale responsable. Malheureusement, au moment où je parle, ce n'est pas encore le cas, même si, je l'espère, des progrès sont en voie d'être faits. En tout cas, au début, ça a été un élément de crise financière supplémentaire totalement inutile, si je puis dire. Jean-Claude Trichet, des crises boursières, vous en avez vu. On a quand même plus de 35% de baisse sur tous les grands indices boursiers mondiaux en moins d'un mois. C'est un krach boursier qui est d'une rare violence quand même. Hein. Oui, c'est en effet une correction énorme. Ceci dit, quand vous regardez le Dow Jones, vous voyez où il faut, combien de mois ou d'années il faut remonter dans le passé pour trouver les mêmes niveaux, et vous voyez qu'effectivement, il y avait eu une précipitation de la hausse des cours, si vous voulez, qui au cours de la dernière année et demie, des 2 dernières années, avait été assez substantielle. Donc, je crois que là aussi, il faut raison garder. Il ne faut pas dramatiser des événements, même s'ils sont en effet violents, et surtout, comme vous le disiez, très abruptes, très rapides, exagérément abruptes et rapides pour toutes les raisons que l'on connaît et qu'on vient de dire. Le secrétaire d'État au Trésor, Steve Mnuchin aux États-Unis, il souhaite que les marchés boursiers restent ouverts. Il y a ce débat qui est monté un peu en France pour savoir si, malgré le krach boursier, il fallait ou pas fermer les bourses. Vous, votre position là-dessus, c'est non, il faut laisser les bourses ouvertes. Hein. Oui, je suis convaincu que ce serait une très grave erreur. Alors pour le coup, paniquant complètement les épargnants et les investisseurs que de fermer les marchés. Le fait d'avoir des marchés qui continuent de fonctionner, qui continuent d'être liquides, même si les niveaux de transactions sont plus ou moins élevés, mais c'est un élément quand même de calme relatif. Décider soi-même, en dehors de ce qui est parfaitement légitime, évidemment, des coupes-circuits qui doivent fonctionner, et qui fonctionnent d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique de manière récurrente, en dehors donc de ces coupes-circuits et des éventuelles corrections du type interdiction de vente à terme, ce qui se généralise un peu en Europe. En dehors de cela, je crois qu'il faut continuer à avoir des marchés ouverts et surtout éviter que l'on ait, encore une fois, l'impression d'une panique générale, la multiplication des opérations over-the-counter hors des marchés organisés, qui est qui serait un élément supplémentaire de désordre. D'ailleurs, je crois que le patron de l'AMP a été très, très clair là-dessus. Ouais. Après, la question que je me posais, c'est de se dire que est-ce qu'on n'est pas arrivé... Parce qu'au départ, c'est donc une crise sanitaire. Pour endiguer l'épidémie, on met les économies sous cloche, on les paralyse, ça crée une récession, ça fait automatiquement baisser les marchés. Et après, on se dit que la déroute boursière elle-même, en retour, peut provoquer des dommages à l'économie réelle. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans cette spirale infernale? Écoutez, c'est une difficulté particulière, mais... Elle n'est pas malheureusement anormale dans une période de crise de ce genre. Hein. Toute crise
économique grave a des conséquences financières graves ou toute crise financière grave a des conséquences économiques graves. En l'occurrence, les deux sont provoqués par un détonateur qui est dans un espace, disons, conceptuel totalement différent, qui est un problème de santé. Au total, encore une fois, il faut raison garder dans ces circonstances terribles, faire tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de ce point de vue-là à avoir d'état d'âme aussi bien du côté des banques centrales que du côté des gouvernements. Il faut qu'elles en fassent plus, pardon, Jean-Claude Trichet, les banques centrales, il faut qu'elles en fassent encore plus? Il faut qu'elles fassent ce qui est nécessaire. Au moment où nous parlons, pas déjà le cas, là ? Je ne dis pas que la Banque centrale américaine n'en fait pas assez, ni que la Banque du Japon n'en fait pas assez, ni que la Banque centrale européenne n'en fait pas assez. C'est pas ce que je dis, mais je dis que l'ensemble, disons, des opérateurs, l'ensemble des agents économiques doivent avoir le sentiment que la Banque centrale est là et qu'elle tient son guidon, si je puis dire, son volant de manière extrêmement ferme, parce que, évidemment, plus que jamais, les banques centrales sont des ancres de stabilité dans un monde qui est extraordinairement instable. Ouais. Donc, il faut qu'on puisse. Mais on a le sentiment que ce n'est pas suffisant aujourd'hui, Jean-Claude Trichet. Ça qui est terrible, c'est qu'on a le sentiment que ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour les marchés, pour les investisseurs. Non, je ne crois pas. Il ne faut pas non plus, si vous voulez, multiplier des opérations symboliques qui n'ont pas de conséquences, parce que là, vous prenez le risque de ruiner votre, comment dirais-je, de diminuer votre autorité sur les marchés eux-mêmes. Hein. Quand vous regardez ce qui s'est passé depuis le début, je ne suis pas absolument certain qu'on puisse dire que tout ça c'est une question simplement de quantitative. Il faut effectivement que ce que vous faites ait de l'impact et que les marchés vous croient. Quand je dis marché, je veux dire bien entendu épargnants, opérateurs, investisseurs. Donc au total, si vous voulez, il me semble que les banques centrales viennent de démontrer, et la Banque centrale européenne en particulier, mais toutes les banques centrales viennent de démontrer qu'elles étaient extraordinairement alertes et extraordinairement agiles. Et je crois qu'on peut en conclure que s'il fallait aller plus loin, évidemment, elles iraient plus loin. C'est ce qu'a dit le gouverneur de la Banque centrale autrichienne aujourd'hui. Il a dit que la politique monétaire de la BCE est loin, très loin, d'avoir atteint ses limites. Écoutez, je lui laisse bien entendu la responsabilité. Il est membre du Conseil des gouverneurs, hein, c'est lui qui vote, il est parmi ceux qui votent. Ouais. Je crois que les marchés, encore une fois, les opérateurs, les observateurs, doivent avoir le sentiment que la Banque centrale européenne fait tout ce qui est nécessaire. Multiplier des décisions supplémentaires qui ne seraient pas justifiées par les circonstances risque de, si vous voulez, donner des opérations symboliques qui finalement n'auraient pas effectivement d'effet. Or, rien n'est pire qu'une opération symbolique importante qui n'a pas d'effet. Il faut que ce que font les autorités responsables ait de l'effet, me semble-t-il. Mais je suis convaincu que les banques centrales internationales ont donné tous les éléments qui permettent de penser qu'elles sont là, qu'elles sont agiles, y compris en Europe, et qu'elles feraient, le cas échéant, ce qui serait nécessaire. De mon temps, si je puis me permettre, hein, je suis un vieux combattant, mais lorsque nous avons eu la crise des subprimes, nous avons pris la décision de donner 95 milliards d'euros en 3 heures d'horloge. En 3 heures d'horloge, le 9 août, nous prenions la décision, je prenais avec mes collègues, la décision de donner 95 milliards d'euros à l'économie européenne. 3 heures. Lorsque nous sommes intervenus pour aider la Grèce, le Portugal et l'Irlande en mai 2010, nous avons pris la décision en un week-end. On a réfléchi le samedi, réfléchi le dimanche, et le lundi matin, on intervenait massivement pour acheter de la dette de ces 3 pays. Même chose pour l'Espagne et l'Italie, lorsque nous sommes intervenus en août 2011. Et là, c'est pas assez réactif pour vous aujourd'hui ? On a décidé en un week-end. Non, mais c'est pour vous montrer, si vous voulez, que lorsque c'est nécessaire, la Banque centrale européenne est capable d'intervenir de manière extraordinairement rapide et puissante. Puisque vous parlez de la BCE, il y a certains qui ont dit qu'il y a une faute de communication, une erreur de communication de la part de Christine Lagarde quand jeudi dernier, lors de sa conférence de presse, elle dit que la mission de la BCE n'est pas de réduire les spreads entre les États. Depuis, il y a eu rétropédalage. Mais dans le fond, elle a tort ou elle a raison ?
Non, clairement, historiquement, et heureusement, et ça a commencé de mon temps, la Banque Centrale Européenne a veillé à ce que la politique monétaire décidée à Francfort soit transmise de manière aussi correcte que possible à l'ensemble des pays de la zone euro. C'est comme ça que j'ai justifié l'acquisition des dettes espagnoles, italiennes, portugaises, irlandaises et grecques. Donc c'est historiquement, si vous voulez, ce que la Banque Centrale Européenne fait, parce que c'est son devoir. C'est d'ailleurs la grande justification qui a été acceptée par les juges, parce que les juges se sont penchés sur cette affaire et ils ont accepté cette justification. Mais cette sortie est maladroite de la part de Christine Lagarde, Jean-Claude Trichet, cette sortie est maladroite. Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas écouté en direct, si vous voulez. Ce que je peux dire, c'est qu'elle a été mal comprise, à mon avis, parce qu'elle ne pouvait pas avoir l'intention de dire que la Banque Centrale Européenne ne se préoccupait pas de la transmission de la politique monétaire à l'ensemble des membres de la zone euro. Jean-Claude Trichet, avant de se quitter, oui, parce qu'il nous reste quelques instants. Donc, je me rappelle, il y a 2 ans, effectivement, vous étiez là, vous disiez que la prochaine correction boursière serait violente, que ça montait trop vite. Finalement, on y est. 35% de baisse, si on devait conclure, synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, l'échange qu'on a depuis plus de 20 minutes. C'est que finalement, les bonnes mesures, selon vous, sont prises à l'échelle monétaire. Les gouvernements répondent présents. Il n'y a pas de coopération mondiale, ça, vous le déplorez. Les mesures sanitaires sont prises au fur et à mesure. Et ce krach boursier, pour vous, il n'y a pas encore pour l'instant matière à s'alarmer, même si les marchés paniquent? Non, je dirais, il y a deux. D'abord, je ne me prononce pas sur le point de savoir ce que vont donner les marchés. Aucun banquier central ou ancien banquier central responsable ne ferait ça. Mais je dirais, premièrement, en effet, l'ensemble des autorités me semble être en train de se mobiliser de manière incontestable et crédible, en tout cas crédible à mes yeux de vieux combattants. Deuxièmement, il y a une anomalie gravissime. On n'a pas de coopération internationale réellement crédible au moment où je parle, très peu au niveau G7 et pas du tout au niveau G20, ce qui est une anomalie parce que c'est un problème mondial qui est né précisément dans les pays dans les pays asiatiques émergents, singulièrement en Chine. Ouais. Donc c'est complètement aberrant ce qui se passe en ce moment. Et troisième message, alors très important, nous sommes au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français dans une situation plus vulnérable que nous ne devrions être parce que depuis la dernière crise, le monde entier n'a pas pris les mesures nécessaires en matière de sagesse macroéconomique et de sagesse financière. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'était un plaisir. Ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Au revoir. Au revoir.